nouvelle semaine et plaisir renouvelé de vous retrouver pour votre émission d'analyse et de décryptage. Merci de nous rejoindre sur Twi TV, Watt FM, la radio urbaine. Nous sommes également accessibles sur les plateformes YouTube et Facebook. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président du tribunal. Sur ce plateau, j'ai également les deux juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour messieurs les juges. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Je voulais juste me rassurer si c'est bien notre juge. C'est bien moi, même ça, okay, avec ou sans la barbe, c'est bien Bernard Bougma. Ce n'est pas une diffusion. D'accord. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. D'accord. Alors ce matin, nous allons nous intéresser à un sujet d'actualité. Le conseil municipal de Ouagadougou a organisé sa deuxième session extraordinaire de l'année. C'était le 24 février dernier. Il a été question de l'examen et de l'adoption de plusieurs projets au profit de la commune. L'occupation des domaines publics et le projet d'aménagement de Grand Ouaga étaient également à l'ordre du jour. Des sujets que nous allons évoquer avec notre convoqué du jour. Il s'agit du maire central Ama-Pierre Bewende. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour le tribunal. Je sais tout de suite, c'est à vous. D'accord. Alors, avant de revenir à ces sujets que nous avons enrôlés pour cette première convocation de la semaine, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Alors, c'est un lundi. Georges Bougman. Merci président. Alors, ce lundi, mon avant-propos, c'est le premier mois de l'année le premier jour de mars de l'année 2021. C'est aussi le mois des activités où vraiment tout recommence parce qu'il y a en gros 2 semaines, on commence à voir les spots publicitaires sous le parrainage sous la coprésidence il n'y en avait pas. Parce qu'après janvier, c'est un mois de bilan, de prospective et tout. Donc c'est véritablement en mars que les activités commencent à reprendre leur envol. C'est aussi le mois où on célèbre également l'autre moitié du ciel, la femme, à travers la fête du 8 mars. C'est d'ailleurs lundi prochain. Donc c'est un mois qui renferme en lui-même un certain nombre de choses. En Moré on dit Tiensbenga parce que c'est le mois de l'investissement par excellence. Parce que il paraît que les 2 premiers mois on appelle ça Moré Kifado parce que c'est des mois de préparation, pas grand chose à engranger. Voilà, donc c'est un mois où effectivement l'activité reprend compte tenu du fait des fêtes de fin d'année et tout. Donc c'est pour souhaiter une bonne reprise d'activité à tous ceux qui attendaient peut-être ce mois pour commencer parce que les gens y sont déjà. Donc c'est vivement que ce qu'on a planifié pour 2021 et au-delà, que cela puisse l'être. C'est aussi par anticipation, comme on va célébrer la femme, le souhaiter également une belle fête. Donc je souhaite un très bon lundi à tout le monde, une très bonne semaine à vous tous. Merci juge Bougman. À présent, nous allons donner la parole à juge Vaha pour son avant-propos. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner Donald Trump, ce président que l'on a beaucoup suivi pour ses sorties. Et depuis qu'il a quitté la Maison Blanche, ce qui était bien attendu, c'était ce sont une nouvelle sortie. Et la dernière sortie, c'était en Floride, face aux conservateurs, donc aux personnes attachées à sa cause. Et son discours n'a pas forcément surpris, parce qu'il disait, en tout cas il laissait entrevoir en retour, puisqu'il dit que ce soit démocrate ou républicain même, que lui reviendra encore pour les battre pour la 3e fois. Donc quand il dit 3e fois, vous comprendrez que la 2e, c'est celle que Joe Biden a eu à remporter. Donc il ne reconnaît toujours pas sa défaite. Et il y a une petite boutade au passage, comme pour dire que Joe Biden, dès qu'il est arrivé, il a ouvert la voie à l'entrée à des millions de sans-papiers. Parce que là, il se réfère aux décrets qui ont été pris notamment par Joe Biden dès qu'il est arrivé. C'est un Donald Trump qu'on reconnaît, qui n'a pas changé sa façon d'être. Et quand on regarde aussi à la façon dont les résultats ont été serrés, il y a une bonne partie de l'Amérique qui partage sa façon de voir et sa façon de faire. Donc on attend de voir ce que tout cela va donner. Pour ceux qui ont pensé qu'il était enterré, je pense que c'est un peu trop tôt. Parce qu'on est en politique et on ne sait jamais. Merci pour ces différentes clés de lecture. Nous allons à présent nous intéresser au sujet enrôlé pour cette première convocation du tribunal de l'actualité. On le disait tantôt, la deuxième session extraordinaire tenue le 24 février dernier affiche les ambitions du conseil municipal de Ouagadougou. Plusieurs projets sont annoncés, parmi lesquels on a le projet d'aménagement du Grand Ouaga. Il y a également des décisions fortes qui ont été prises, notamment concernant l'occupation des domaines publics. Nous allons en parler avec le maire central Ama-Pierre Bewende qui a été convoqué
rentrer pour ce premier rendez-vous-là du tribunal de l'actualité. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, première question de généralité, monsieur le maire. Dans quel contexte s'est déroulé ce premier conseil extraordinaire de l'année? Surtout qu'on se rappelle que souvent, c'est des rendez-vous qui se tiennent sous haute surveillance. Est-ce que la sérénité est de retour au sein du conseil municipal de Ouagadougou? Oui, nous pouvons l'affirmer. Merci d'abord de m'avoir invité, ou de m'avoir convoqué, c'est le mot qui sied. Nous sommes au tribunal. Voilà, exactement. Mais la sérénité est revenue au sein du conseil municipal. Comme vous savez, le paysage politique burkinabé a connu une mutation, avec plusieurs partis qui se sont ralliés à la majorité, et cela a contribué à apaiser un peu les ardeurs. Donc nos conseils municipaux se tiennent aujourd'hui sous un climat vraiment très apaisé, et les conseillers, comme d'habitude, connaissent les dossiers avant, participent. Donc, disons-le, c'est l'idéal pour une fin de mandat. D'accord. Ouais. Bernard Bougman, question de généralité. Bon, vous dites que c'est l'idéal pour une fin de mandat, mais on sait qu'effectivement dans ce mouvement où ça allait dans tous les sens, il y a des actions judiciaires qui ont été également enclenchées. Il y a une qui a été vidée à Bobo et qui a suscité beaucoup de commentaires. Vous, qu'est-ce que vous en avez dit, puisque vous êtes en même temps impliqué dans cette affaire, d'une façon ou d'une autre? C'est vraiment le tribunal ici. Non, mais il faut dire que cette affaire judiciaire, elle n'est pas encore complètement éteinte, et par principe, quand une affaire est pendante devant la justice, il vaut mieux s'abstenir d'en faire le commentaire. Donc, je pense que les journaux l'ont suffisamment relayé. Donc, moi qui suis intéressé particulièrement, donc je ne peux pas en faire plus de commentaires. Donc, si vous me permettez de ne pas faire de commentaires sur cette question, je vous le demande. Donc, président, donc, ça veut dire que tous les dossiers judiciaires liés à ça, on laisse tomber, quoi. Non, vous savez, les dossiers judiciaires, c'est le principe qui le veut ainsi. Pendant qu'une affaire est pendante devant la justice, il est hasardeux de vouloir faire des commentaires là-dessus sur un plateau de télé. Vous, les journalistes, vous pouvez vous le permettre, c'est votre métier, c'est votre devoir. Mais nous, en tant que responsables citoyens, je pense que ce serait superflu de faire commentaire d'une chose dont vous n'avez pas les tenants. Donc voilà, c'est un devoir de réserve. D'accord. Voilà. Juva. Bon, je pense que le maire nous a enlevé la quintessence de nos avant-propos. Hein. Donc nous voulions aborder ce que nous voulions aborder en généralité, parce que c'était essentiellement ça. Ah, d'accord. D'accord. Alors, une autre question rapidement. C'est vrai que certains vous reprochent de ne pas être très présents sur le terrain. C'est vrai qu'avant vous, on a connu peut-être des maires très actifs sur le terrain. C'est peut-être votre stratégie. Que répondez-vous justement à ceux qui, très souvent, émettent cette critique-là? Non, c'est une question qui m'est posée très souvent. On veut me comparer à l'emblématique maire de la ville de Ouagadougou. Monsieur Simon Comparé. Voilà, mon aîné Simon Comparé. J'ai toujours eu la même réponse. D'autres temps, d'autres mœurs. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir avoir l'aura qu'il a eu, parce que c'est pas la même époque, c'est pas la même méthode, c'est pas les mêmes défis. Ce qui est essentiel pour les Ouagalais, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui change dans leur vie. C'est ça qui est important. C'est pas la manière de faire qui sied, parce qu'il ne s'agit pas de nous-mêmes. Il s'agit de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de positif dans la vie des Ouagalais, et c'est ça qui est important. Alors, donc au-delà de la stratégie, c'est le résultat qui compte. Exactement. Alors nous allons revenir, aux sujets qui ont été enrôlés pour cette convocation. On a parlé tantôt du projet Grand Ouaga, mais il y a également des décisions qui ont été prises lors de cette session du conseil municipal, notamment la loi portant occupation des domaines publics. Alors, beaucoup estiment que vous défoncez une porte déjà ouverte, puisque la loi existe. Il suffit simplement de l'appliquer dans toute sa rigueur. Non, on ne défonce pas une porte ouverte. Il faut dire que la loi portant occupation du domaine public, ce n'est pas une loi, c'est une délibération que le conseil municipal avait pris à l'époque. Et cette délibération a plus de 10 ans, qui réglemente l'occupation du domaine public. Mais il faut se rendre compte également que Ouaga a changé en 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réadapter. Et on se rend compte que quand une loi, et quand un texte, quand une loi, quand un texte, 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 quand un tex
perdure, il devient souvent désuet. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que les gens abusent beaucoup de cette liberté concédée d'occuper la voie publique ou bien le domaine public. Donc il faut ramener de l'ordre. C'est pourquoi le conseil municipal s'est saisi de cette question et a recommandé fortement un certain nombre de mesures que nous sommes en train de prendre. D'accord. Juge Bougouin? Oui, moi j'ai déjà vu dans l'arrondissement 11 une rue bloquée pour commémorer l'anniversaire d'un débit de boisson. Ensuite, quelques semaines après, c'est un autre débit de boisson qui s'activait pour son organisation. Et après, je vois une note qui l'empêche, le second de pouvoir le faire, alors que ça avait été autorisé par le maire de l'arrondissement 11. Les commentaires que ceux-là ont suscité, il y en a qui disent que vous n'êtes pas dans vos prérogatives parce que c'est dans un arrondissement, d'autres disent que vous l'avez. Alors aujourd'hui, vous êtes là. À qui appartient la prérogative dans une telle situation? La délibération qui avait été prise en conseil municipal il y a plus de 10 ans dit bien que c'est les maires d'arrondissement qui ont compétence sur la gestion du domaine public, mais dans le respect des règles. Vous savez que Ouagadougou, c'est une commune à statut particulier, comme Bobo-Dioulasso. Nous sommes deux communes à statut particulier, c'est-à-dire il y a la commune et il y a les arrondissements. Les arrondissements ont délégation du pouvoir du maire de la commune pour agir, faire une action de proximité. Donc, vous comprenez bien que pour la gestion de la rue, le domaine public, ce n'est pas le maire de la commune qui viendrait à gérer cela. Mais ça doit être géré normalement par le maire de l'arrondissement. Mais en toute responsabilité, en respectant les règles. C'est-à-dire que le maire de l'arrondissement peut donner une autorisation temporaire d'occuper la voie publique, mais dans le respect de l'ordre public lui-même. Donc quand l'ordre public est troublé, il appartient au maire de la ville de tirer la sonnette d'alarme et de remettre de l'ordre. Donc c'est ce que nous avons fait à l'arrondissement 11. Il n'est pas normal que pour l'anniversaire d'un débit de boisson, on barre une rue qui est une rue essentielle pour la mobilité des citoyens pendant 48 heures, mettre des haut-parleurs et puis sortir de la boisson, faire de la fête. Et donc la liberté des uns, ça aide ou commence celle des autres. Donc on est obligé d'intervenir pour demander au maire de l'arrondissement non seulement de rapporter son arrêt et son arrêté de son autorisation parce que ça ne respectait pas les règles, et demander à ce débit de boisson de déguerpir les lieux. Donc voilà comment ça marche. Mais dans ce cas-là, à demi-mot, je pense que le maire de Ouagadougou est en train de nous dire que les maires d'arrondissement parfois ne respectent pas les textes, ne les maîtrisent peut-être même pas, ou bien c'est de la méprise, ou c'est un genre de favoritisme qui est fait à... Qu'est-ce que vous nous dites à la fin? Vous êtes l'arbitre de ces maires-là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est l'un et l'autre en même temps. Il y a beaucoup de maires qui ne maîtrisent pas très bien leurs prérogatives par rapport à l'occupation du domaine public, pas par rapport à cela, seulement par rapport à beaucoup de choses. Il faut dire que nos textes en eux-mêmes qui ont créé les communes à statut particulier connaissent beaucoup d'insuffisances. C'est pourquoi d'ailleurs le Code général des collectivités territoriales est en relecture pour pouvoir les adapter à la réalité. Il y a une confusion terrible dans l'interprétation de ces textes-là. Donc aujourd'hui, dire que les maires ne maîtrisent pas, il faut savoir que la gestion de proximité n'est pas chose aisée. Quand vous êtes dans un arrondissement et que vous connaissez presque tout le monde, il y a des questions sociales où on dit, bon, nous demandons l'autorisation pour occuper la rue parce que soit il y a un événement heureux ou malheureux, bon, il est très difficile souvent de dire non, surtout que c'est dans la pratique. Tant que Ouaga n'était pas une grande ville, j'allais dire une métropole naissante, ça pouvait s'accepter. Mais aujourd'hui, on est 3 millions de personnes. Donc ce changement d'habitude-là, il faut que nous également, à nos niveaux de responsabilité dans nos communes et nos arrondissements, nous apprenions à être beaucoup plus fermes.
C'est ce que je peux dire. Oui, mais là-dessus, souvent on a, je dirais, un certain maire qui se retrouve ridicule parce que vous donnez une autorisation, votre administré, il n'a pas devant lui, donc il se dit que sa valeur, il est en train d'organiser ces choses et il y a le maire central qui, Manu Militari, vous dit bon, d'arrêter, c'est pas possible. Oui, ça fait ça que de frustration. Je suis d'accord. Ça entre oui, mais encore faut-il qu'on soit. C'est pourquoi nous sommes en train de faire la relecture justement de la réglementation de l'occupation du domaine public. Parce qu'on a constaté cette pagaille, si je peux me permettre ce mot, qui s'est instaurée dans l'occupation du domaine public. Donc, ça ne correspond plus à la réalité de la ville de Ouagadougou aujourd'hui. Et c'est pourquoi, avec les maires d'arrondissement et avec les conseillers municipaux, une recommandation très forte a été faite le 11 février dernier. Et non, je dis le 11 février, le 24 février dernier, pour demander à ce qu'une relecture soit faite sur cette occupation du domaine public pour qu'on sache qui fait quoi, comment et à quel niveau. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a un flou artistique. Donc, je comprends la frustration de certains maires qui prennent des décisions, mais moi, mon devoir est de faire en sorte que l'ordre public ne soit pas troublé dans ma ville. Donc, si un maire d'arrondissement malencontreusement pose un acte qui doit être repris, c'est mon devoir de le reprendre. Sinon, si il y a dommage contre un tiers, ce n'est pas le maire qui va répondre, mais c'est moi. C'est la commune de Ouagadougou qui répond parce que c'est elle seule qui a la personnalité juridique, qui répond auprès des tiers sur ce qui peut arriver. Donc c'est un peu cela. Mais c'est vrai qu'il y a souvent quelques contradictions, mais on le règle toujours d'une manière amicale. Alors, au sortir de ce conseil municipal, là, on a vu qu'il y a un décret qui a été pris, notamment qui interdit certaines activités culturelles et sociales sur le domaine public. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser l'esprit de la loi et son contenu pour qu'on puisse avoir les mêmes clés de lecture? Vous l'avez dit, il y a des confusions. Finalement, cette loi-là se veut claire. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Il faut dire, comme on a fait le constat tout de suite ensemble, qu'il y a des limites dans l'application des autorisations de l'occupation du domaine public. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas attendre que la commission que nous avons mise en place fasse la lecture et qu'il y ait une nouvelle délibération. Ça va prendre du temps, ça va prendre au moins 2-3 mois. Donc, il faut prendre des mesures conservatoires, il faut donner des signaux forts. Il faut que les citoyens qui se plaignent puissent savoir que nous les avons entendus et nous apportons une réponse à leurs complaintes. Donc, c'est pourquoi nous avons pris cette mesure conservatoire qui suspend et qui interdit toute occupation des rues déjà. Ce n'est pas le domaine public tout azimut, c'est les rues de la ville de Ouagadougou. C'est-à-dire qu'il n'est plus question qu'à Ouagadougou, quelqu'un barre une voie pour faire une cérémonie privée. Il n'est plus question que quelqu'un barre une voie pour faire un spectacle. Voilà. Et ces questions-là sont réglées justement par cet arrêté d'interdiction. Et maintenant, exceptionnellement, pour des événements, j'allais dire, qui ont une importance nationale, le maire peut être amené, avec une motivation, à donner exceptionnellement une autorisation. Et cette autorisation est encadrée dans le temps et sur le plan sécuritaire également. Donc voilà ce qui est la décision qui est prise. Oui, juste va. Oui. Là, c'est clair, cérémonie, il y a un certain nombre d'éléments qui sont donnés, mais il y avait un sujet qui était venu largement commenté, l'occupation des voies, notamment par, ou bien, on va dire, certaines voies qui sont bloquées, juste parce qu'on a des rendez-vous religieux. Ça, c'est fréquent dans Ouagadougou, pas seulement à Ouagadougou, et puis c'est devenu un phénomène presque culturel. Et je le dis, pour qu'on soit très clair, ce n'est pas le fait d'une seule religion, parce qu'on en a beaucoup aussi qui barrent les cimetières, parce que il y a tellement de monde qui viennent un dimanche ou quoi que ce soit, et donc c'est pas le fait seulement d'une religion. Là-dessus, vous vous êtes penché, qu'est-ce qui est décidé? Mais là, c'est un problème assez délicat, parce que c'est un problème qui touche qui est très sensible et qui touche l'affect des gens. Donc, sur cette question, c'est comme je dis, le maire peut, sur une motivation, donner des autorisations exceptionnelles. Mais notre démarche aujourd'hui, c'est de toucher ces confessions religieuses-là pour les amener à comprendre qu'on ne peut plus continuer dans une ville qui grandit, qui se veut une capitale moderne, à occuper la rue parce qu'il y a un droit, ou bien parce qu'on veut faire une prière. Il y a des lieux de culte qui sont faits pour ça. Il y a des espaces qui
qui sont disponibles dans tous les arrondissements où on peut occuper. Comparaison n'est pas raison, mais vous partez dans des villes comme Accra ou Abidjan, mais à chaque fois qu'il y a ce type d'événement, il y a des espaces que les gens louent ou bien prêtent pour pouvoir faire de tels événements, même les veillées de prière lorsqu'il y a un décès, même les baptêmes, les mariages, etc. Donc, aujourd'hui, nous également, nous sommes face à ces défis au niveau de la commune. Donc, c'est comment faire en sorte que les Ouagalais puissent s'approprier les lieux communs qui leur sont destinés dans leur espace de vie. Quand vous regardez dans les arrondissements et dans les secteurs, il y a toujours des espaces verts qui existent. Il y a toujours des réserves administratives, des réserves foncières qui existent. Ces réserves-là, c'est nous qui devons pouvoir communiquer suffisamment pour que les citoyens sachent que c'est des endroits qu'ils peuvent occuper pour faire une cérémonie qui dure dans le temps. Non, il ne s'agit pas de cérémonies ponctuelles de veillée, de baptême ou de cérémonies funèbres. Il s'agit par exemple des lieux de culte où le rendez-vous est hebdomadaire, soit un dimanche ou un vendredi. Là, le rendez-vous, il est hebdomadaire. Et à chaque moment de ce rendez-vous, la rue est barrée. Oui, c'est vrai, les lieux de culte, là également, nous avons commencé déjà une concertation avec les communautés religieuses. La dernière fois, j'ai rencontré à l'occasion de la réunion annuelle de tous les responsables des paroisses, les curés de paroisse de la ville de Ouagadougou, de l'archidiocèse de Ouaga, et en présence même de son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo, pour leur expliquer que les terrains qui leur sont donnés pour en faire des lieux de culte ne peuvent pas changer, par exemple, de destination. Et l'occupation aussi de ces terrains-là doit se faire dans les règles d'urbanisation que nous connaissons. C'est-à-dire, dès lors que vous faites un équipement qui atteint un grand public, vous avez l'obligation de prévoir le parking en conséquence. Et tout cela, c'est l'apprentissage du vivre ensemble. Donc, comme je dis, c'est de nouveaux défis. Et nous allons rencontrer bientôt la communauté musulmane également dans ce sens-là. Parce que même au-delà de l'occupation dont vous parlez lors des heures de culte, mais il y a également la transformation de ces lieux de culte-là en marché. Quand vous voyez les églises aujourd'hui, pour toutes les églises, qu'est-ce que les curés font? Ils font des boutiques qu'ils ouvrent sur la rue où les gens sont installés parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Ça, par exemple, c'est pas normal. Parce que le terrain est destiné à un lieu de culte, c'est pas destiné à un commerce. Et donc, il y a des règles d'occupation de ce terrain. Vous prenez les mosquées, c'est la même chose. Vous prenez souvent des gens qui construisent des écoles privées, c'est la même chose. Toutes choses qui sont interdites. Donc, peut-être que c'est la communication qui n'est pas suffisante. Et donc, à force de concertation, je pense que nous allons arriver à nous comprendre. Alors, donc, vous allez les faire fermer? Non, on va pas les faire. On va pas dire ça comme ça. Nous allons les amener à comprendre que ce qu'ils font n'est pas normal. Et quand ils vont comprendre, je pense qu'eux-mêmes prendront les dispositions qu'il faut pour être dans les règles. Mais je pense que sous Simon Comparé en son temps, il y avait le débat qui était venu. Vous l'avez dit en début, ce sujet-là, il est un peu plus complexe. C'est un peu différent de ce que vous annonciez avant. C'est des événements qu'on connaît, c'est des éléments de société, anniversaire, mariage, toutes ces choses-là. Ça, c'est plus gérable. Mais là, on touche à un autre point qui est beaucoup plus sensible. Je sens le maire très confiant, alors que ce n'est pas la première fois qu'on tente d'aborder le sujet. Non, moi, je suis confiant parce que je pense que nos responsables religieux sont très responsables, ont une conscience, j'allais dire, citoyenne très élevée. Il suffit qu'on s'explique et qu'on se comprenne et qu'on trouve des solutions. Par exemple, si vous prenez les petits marchés de la ville de Ouagadougou, vous allez voir, tous les pourtours sont pleins de monde. Vous avez l'impression qu'à l'intérieur du monde, alors qu'à l'intérieur, il n'y a personne. Chacun veut être au bord de la route. Donc c'est ce changement de mentalité-là, c'est à ce changement-là qu'il faut appeler les citoyens de la ville de Ouagadougou. Tant qu'on ne change pas de mentalité, il est vain de parler de développement, parce que les défis ne sont plus pareils. Donc, ces marchés dont je parle tantôt, on peut demander à ces confessions religieuses s'ils veulent investir et puis augmenter leur capacité de revenus, c'est de faire un partenariat public-privé avec eux
pour qu'ils puissent investir dans les marchés pour faire des boutiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens pour faire des boutiques dans les marchés, pour aménager les marchés. S'il y a des confessions religieuses qui ont les moyens pour faire des boutiques et les mettre en location pour pouvoir avoir quelques ressources, on peut faire un partenariat public-privé, par exemple. En leur disant, votre église est là, voilà, il y a un marché qui n'est pas loin, on signe une convention transparente, vous investissez tant revient à la commune, tous les mois vous avez tant, la location c'est tant, etc. Donc c'est des questions qu'on peut mettre sur la table et en discuter. Mais on ne peut pas continuer à prendre les lieux de culte et en faire des marchés. Ce n'est pas normal. Même vous prenez même l'évangile. Je crois qu'il y a un passage qui dit que le Christ, il a vidé le temple de marchands, de pigeons et d'œufs et tout ça, parce qu'il a dit de ne pas confondre la maison de son père à un souk. Et je pense que, c'est pas nous qui allons réinventer ça. C'est-à-dire les lieux de prière sont des lieux de prière. Alors, monsieur le maire, on est tenté de vous poser une question. Est-ce que la mairie, ne pas dire le conseil municipal, a les moyens de faire respecter cet arrêté-là? Ça me fait penser justement à ce qui avait été pris comme arrêté pour réglementer la circulation dans la ville de Ouagadougou concernant les gros porteurs. La suite, on la connaît. Finalement, est-ce que vous avez les moyens, les coups de franche pour faire respecter ces textes-là? Souvent, il y a quelque chose d'innovant dans le texte. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons décidé de gouverner avec la participation citoyenne. C'est-à-dire, il faut que les citoyens eux-mêmes, dans les quartiers, dans les secteurs, dans les arrondissements, prennent conscience que les textes qui sont pris, c'est pour eux améliorer leur cadre de vie. Donc, à chaque fois, nous les interpellons pour leur dire qu'ils sont chargés également de l'application de l'arrêté. S'il n'y a pas cette veille citoyenne, Ouagadougou, c'est 600 km², c'est presque 3 millions d'habitants. On ne peut pas mettre un policier dans chaque rue. Ce n'est pas possible. Mais avec les outils modernes que nous avons aujourd'hui, et notamment les réseaux sociaux et tous les autres outils qui s'apparentent, on peut être alerté facilement sur une occupation du domaine public qui ne soit pas dans les normes. Et c'est ce qui se passe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe Facebook, il y a un groupe Twitter où les Ouagalais peuvent interagir pour dire ici ça ne va pas, il faut intervenir tout de suite. Ici, attention, il faut prévenir parce que voilà ce qui se passe. Donc, est-ce que nous avons les moyens de faire appliquer? Oui, seulement avec la participation citoyenne. Sinon, si les citoyens ne nous accompagnent pas, il va être très difficile que toutes les mesures que nous prenons puissent être mises en œuvre. D'accord. Alors, d'ailleurs, Ouagadougou, c'est le centre concentré. Comme le maire le dit, effectivement, vous arrivez, il y a un marché. À l'intérieur, il n'y a pas grand monde, mais les devantures, la ruelle, vous avez de la difficulté à vous frayer un passage. Bon, les gens aussi aiment la facilité, c'est s'arrêter rapidement, payer et puis partir. À l'intérieur, si ce n'est pas très aménagé, il y a cette réalité. Mais en même temps, c'est aussi la circulation à l'intérieur. Les compagnies de transport sont établies pratiquement au niveau des rues. Pour que le bus rentre et ressortir avec des passagers, c'est compliqué. À quand le désengorgement de ce phénomène-là? Parce que très très bientôt. On a donné 2 sillons qui sont très forts. 2 réalisations, ce n'est même pas des sillons. La gare de Ouaga-Inter qui va ouvrir d'ici fin mars. Quand vous partez, vous voyez la belle gare qui a été construite grâce au partenariat que nous avons avec l'État et les bailleurs de fonds, tels que l'AFD pour ne pas les citer. Et il y a la gare de l'Ouest, sur la route de Bobo, la sortie de Bobo, sur la droite, après le pont de Boumigou, vous voyez qu'il y a une grande gare qui est construite là-bas. Donc tant que nous n'avons pas des infrastructures de transport adéquats, on ne peut pas demander aux populations de ne pas avoir droit à leur mobilité. Donc ils s'organisent comme ils peuvent. C'est pourquoi vous vous rendez compte qu'aujourd'hui il y a des concessions, des terrains destinés à l'habitation qui sont transformés en gares dans les quartiers. Et ça crée une congestion dans la circulation. Donc nous avons créé ces pôles de transport multimodal que sont les gares routières pour y installer tous les professionnels du transport. Donc aujourd'hui il y a 2 gares qui sont terminées, qui sont au standard international. Il y a la gare de Ouaga-Inter
et à la gare de l'Ouest. Tout de suite après, nous allons attaquer la gare de l'Est, qui est une gare qui existe également. Elle va être délocalisée ou bien maintenue? Non, elle va être maintenue là-bas. Parce que, par définition, les gares de transport des personnes doivent être en ville pour faire la proximité. Si vous les déposez beaucoup plus loin, il faut qu'ils reprennent un autre transport pour venir, donc ça crée d'autres problèmes. Et ensuite, la gare de l'Est, vous avez la gare de Tampué. Donc vous avez vu que dans les 4 points cardinaux de la ville de Ouagadougou, nous allons restructurer des équipements de transport de telle sorte que nous, en ce moment, nous pouvons amener ces cars-là et ces compagnies de transport à occuper ces plateformes. Et pour eux, c'est une économie d'échelle. Parce que si chacun doit investir dans sa propre gare, vous vous rendez compte que pour investir dans une gare privée, c'est pas moins de 200-300 millions. Et alors que si la commune investit dans ces gares, vous allez payer que des taxes de passage pour pouvoir utiliser une plateforme commune pour tout le monde. Et ça fait des pôles, ça devient de nouveaux pôles de vie et des pôles d'attraction pour la population. Donc tout ça, nous l'avons en projet. Et comme on dit, construire une ville, on ne le fait pas en un seul jour. Il faut beaucoup de temps parce qu'on parle là de la vie des personnes. Ce n'est pas que des équipements. D'accord. Alors, vous l'avez dit, Ouagadougou, c'est maintenant plusieurs centaines de kilomètres carrés, environ 3 millions d'habitants. Ouais, cela impose des réformes pour prendre en compte les besoins de la ville. Il y a un projet qui est en cours, le projet d'aménagement Grand Ouaga. Alors, on en parle depuis quelques années. Donnez-nous un peu, je dirais, le bien fondé de ce projet-là. Qu'est-ce qu'il faut dans le projet Grand Ouaga? Le projet Grand Ouaga, c'est un projet qui répond d'abord à un besoin de planification urbaine, pour dire simple, à un besoin de prévision des différents équipements dans un espace de vie, dans un bassin de vie. C'est une aire géographique où plusieurs entités vivent ensemble. Il faut dire que cette aire géographique du Grand Ouaga, c'est à peu près 3800 km². Et quand vous prenez la ville de Ouagadougou, elle rayonne sur toutes les 8 communes rurales qui l'entourent. Il y a une continuité territoriale. Entre Saba et Ouaga, vous n'avez plus de frontière. Les maisons sont collées jusqu'à Saba. Entre Komsilga et Ouaga, c'est la même chose. Donc, c'est fort de ce constat-là que, prenant, j'allais dire, avantage des textes qui existent, que nous nous sommes retrouvés pour faire un accord politique et créer ce qu'on appelle la communauté de communes, qui est un établissement public qui va gérer, on va mettre ensemble nos ressources, nous allons mettre ensemble nos intelligences pour gérer ce bassin de vie. Parce qu'il y a des gens qui habitent à Saba et qui travaillent à Ouagadougou, il y a des gens qui habitent à Ouagadougou et qui ont investi à Tangen-Dassouri, et il y a des gens qui habitent ici et qui ont des usines à Pabré. Mais tout ça, il faut que ça soit géré à un certain moment et que les élus de cet espace puissent se parler. Ces villes dortoirs. Voilà, puissent se parler et puissent organiser leur vie ensemble. Et il y a des équipements, et quel est l'avantage de se mettre ensemble? Parce qu'il y a des équipements qui ne sont fonctionnels et rentables qu'à l'échelle d'un grand territoire. Vous prenez l'exemple du grand projet que nous avons lancé, qui est le projet de la mobilité du Grand Ouaga, au niveau du Grand Ouaga, la mobilité urbaine du Grand Ouaga. Nous allons redynamiser la Sotraco. Nous avons eu un accord avec la coopération suédoise pour pouvoir lever des fonds avec l'appui de l'État pour équiper ce bassin de vie-là en bus. Nous attendons aujourd'hui à peu près 250 bus qui vont pouvoir faire le transport en commun et dans Ouagadougou et relier ces différentes communes-là à Ouagadougou. Si vous ne voyez pas l'échelle du Grand Ouaga, si ce n'est pour la ville de Ouagadougou, ce n'est pas rentable. Donc, ce sont des investissements qu'on va faire en commun pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations. Vous prenez également le traitement des ordures. Aujourd'hui, si on demande à Ouagadougou de faire un deuxième centre d'enfouissement, ce qui va arriver très bientôt, parce que celui de Polesco, il est presque plein, vous allez trouver autant d'hectares pour pouvoir faire un centre d'enfouissement. Si on demande à la ville de Ouagadougou de trouver un lieu de dépotage pour les bouts de vidange, où à Ouagadougou vous allez pouvoir trouver cela?
Mais si nous le faisons à l'échelle du grand territoire et que nous intéressons les autres communes, ils peuvent avoir intérêt à ce que cela soit fait. Vous prenez même au niveau de la sécurité urbaine, c'est la même chose. Les communes dont je vous parle tantôt, notamment Komki, Pala, Komsilga, Koubri, Lumbila, Pabre, Saba, Tangé, Dassouri et Surgoubila, toutes ces communes-là, quand vous regardez sur la carte, ils touchent Ouagadougou directement. Mais ces communes ne peuvent pas, par exemple, au niveau de sécurité urbaine, chacun s'est doté d'une police municipale. Il faut qu'on passe une police municipale à grande échelle, où, dans le cadre de la communauté de communes, il peut y avoir une branche police intercommunale ou bien métropolitaine. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'il faut que nous ayons. Et fort heureusement, nous sommes accompagnés par les bailleurs de fonds qui ont vu que c'était un projet vraiment porteur. Et à cette échelle-là, nous avons déjà mobilisé pas mal de financements. Alors, vous parlez de projet porteur, un projet, je dirais, aux grandes ambitions, mais quand on regarde, il remonte des années 1999. Qu'est-ce qui fait justement qu'on a du mal à mettre en œuvre ce projet-là? Il y a plusieurs composantes dans le projet. Il y a déjà, quand on attend Grand Ouaga, il y avait déjà le projet du ministère de l'Urbanisme qui voulait créer, j'allais dire, un outil de planification urbaine et de gestion de tout cet ensemble. Il y a ça. Et cet outil aujourd'hui, il a été adopté parce qu'il a été pensé, réfléchi, relu plusieurs fois. Et malheureusement, la ville de Ouagadougou s'étend tellement vite qu'à chaque fois, il faut le réadapter. Vous vous rendez compte que Ouagadougou accueille tous les ans 200 000 nouveaux citoyens. Vous voyez, le taux de croissance est assez élevé. Mais finalement, on se retrouve à réadapter le projet plutôt qu'à le mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, mais dans ces conditions, si au niveau structurel, il y a un nouvel espace, il faut qu'au niveau politique et managérial, il y ait une nouvelle gouvernance. C'est pourquoi les maires des communes ont fait un accord politique pour dire, bon, nous avons la possibilité de créer la communauté de communes. Les communes se mettent ensemble et décident de travailler et main dans la main pour gérer un certain nombre de questions qu'ils ne peuvent pas gérer eux tout seuls. Donc, ce dialogue politique-là, qui a eu lieu, va venir soutenir l'espace que l'État a aménagé. Pour dire, mais nous qui vivons là, il ne faut pas qu'il y ait des conflits, parce que pour tracer une frontière aujourd'hui entre Lumbila et l'arrondissement 4, ce n'est pas évident. Vous voyez. Donc, il faut qu'on fasse des projets où on ne se pose pas de questions de frontières. Il faut qu'on fasse des projets où l'arrondissement 4 sait qu'il y a un investissement. Vous prenez l'aéroport de Donsin, par exemple. L'aéroport de Donsin, il est à Lumbila. Mais l'aéroport de Donsin n'existe que parce que la ville de Ouagadougou existe. Si c'était le cas à Lumbila tout seul, il n'y a pas intérêt à faire un aéroport. Donc, ce sont ce flux-là qu'il va falloir gérer de telle sorte que le vivre ensemble soit beaucoup plus harmonieux. D'accord. Juge Bougma. D'accord. Il y a aussi dans le domaine du commerce. Quand on regarde Ouagadougou, c'est une ville commerce à grand ouvert. Partout, d'abord de roue, c'est commerce, c'est quincaillerie, c'est effet d'habillement, c'est ceci, c'est cela, c'est débit de boissons. Il y avait eu également des tentatives de désengorgement dans des paquets où on avait parlé du projet Koutiar. Aujourd'hui, que devient ce projet-là? Totalement abandonné ou bien il va être mis en place? Non, le projet n'est pas abandonné. Le marché de fer, c'est un projet, nous avons enfin obtenu, il y a seulement une semaine, l'arrêté du ministère des Finances qui nous a donné le titre foncier à la commune de cet espace qui avait été délimité à l'époque pour en faire le marché de fer, sans faire de jeu de mots. Voilà. Pour en faire le marché de fer où on va essayer d'aménager pour que tous les garagistes, etc., puissent y être. Parce qu'on s'est confronté à un phénomène, à des difficultés tout de suite, quand cela a vu le jour avec nos prédécesseurs. Voilà un espace qu'on a délimité. On dit on va en faire un marché dédié à tout ce qui est automobile et ferraille, mais il n'y a pas de droit de propriété. Vous attribuez des terrains à des garagistes ou bien à des soudeurs, ils veulent investir, ils n'ont aucun papier qui montre que le terrain leur appartient. Donc il fallait régler ce problème foncier d'abord, mais la volonté
politique et la vision à l'époque de vouloir délocaliser tout ça était très bien. Mais il fallait accompagner ça plus du temps. Les administrations se sont succédées, mais on a enfin obtenu. Donc aujourd'hui, on pourra délivrer des titres de propriété à tous ceux qui sont attributaires des terrains là-bas. Et maintenant, et les accompagner pour qu'ils puissent faire des investissements et déplacer leurs activités vers cette zone-là, qui va être un pôle de croissance dédié à tout ce qui est automobile et métallurgie. Mais la vérité, la difficulté, ça va être le déguerpissement. Est-ce que la question, est-ce que l'espace pourra contenir tout le monde et tout le monde accepterait d'y aller? Un déguerpissement est toujours difficile. C'est-à-dire quand vous avez l'habitude d'être quelque part et qu'à un moment on dit il faut bouger, c'est toujours très difficile. Donc il faut avoir une approche, j'allais dire, de maîtrise de cette œuvre sociale-là, qui consiste à impliquer les gens même qui doivent déguerpir dans votre projet et à les amener à accepter cela, et avec eux qu'il faut trouver les solutions pour qu'ils puissent déménager. Donc je pense que ceux qui avaient déjà été attributaires de terrain savent depuis longtemps qu'il y avait un élément bloquant. Cet élément bloquant va être levé bientôt. Donc nous allons les inciter par l'exemple pour qu'ils puissent savoir qu'en réalité c'est beaucoup plus intéressant pour eux d'être à cet endroit que d'être en centre-ville. Et dès lors que le dialogue social est établi, on trouve toujours des solutions. Oui, moi je veux revenir sur la question du Grand Ouaga, parce que je me rappelle que c'était, si ma mémoire est bonne, c'est octobre, 1er octobre peut-être même 2020, il y avait le ministère de l'urbanisme qui avait même fait une rencontre avec les journalistes sur le schéma d'aménagement. Voilà, schéma d'aménagement du Grand Ouaga. Voilà, c'est ça. Et on a pu poser beaucoup de questions sur les inquiétudes. Il y avait un élément qui était ressorti. Cela ne modifie en rien les limites des circonscriptions administratives. Mais je me dis, quand vous voyez, on se demande, mais dans le développement d'un Grand Ouaga comme ça, est-ce qu'on ne va pas se marcher dessus? Si, dans le fond, comme vous le dites, c'est un genre d'accord, vous dites politique d'abord, mais ça ne change rien dans les limites des circonscriptions administratives. Les grands projets, lorsqu'ils seront menés, ça sera vraiment comment? Parce qu'il faudrait que vous parliez bien, hein? Sinon, vous allez vous marcher dessus. Non, on va pas se marcher dessus parce que l'administration, dans son organisation, s'adapte à la réalité du terrain. La réalité du terrain est quoi? Est que la ville de Ouagadougou a cessé d'exister en tant que ville de Ouagadougou intramuros. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà, donc il faut que l'administration s'adapte. On ne va pas attendre et être bloqué par les propres textes que nous avons pris. On va faire évoluer ces textes-là. Donc aujourd'hui, pour créer une communauté de communes, la loi dit, les textes disent qu'il faut avoir d'abord une continuité territoriale. C'est-à-dire, je ne peux pas aller créer une communauté de communes avec Saponé, par exemple, ou bien avec Zorgo. Parce que Zorgo et Saponé ne touchent pas Ouagadougou. Mais je peux créer une communauté de communes avec Samba, comme Silga, Pabré, comme Kiipala, parce qu'on se touche. Et le texte dit également, pour créer une communauté de communes, il faut que vous soyez de la même région, c'est obligé. Mais c'est que dans le cas d'espèce, moi j'ai 2 communes, Lumbila et Surgoubila, qui ne sont pas de la région du centre. C'est ça. Mais qui ont une continuité territoriale. Donc comment on fait? Il y a une astuce. Nous, on crée, tous ceux qui ont la continuité territoriale, créent la communauté de communes. Après, nous signons un accord avec ces gens-là. En attendant que le texte puisse être modifié. Vous ne pouvez pas parler de Grand Ouaga sans parler de Lumbila. Ce n'est pas possible. Lumbila est par excellence la source d'approvisionnement en légumes de la ville de Ouagadougou. Lumbila, c'est l'aéroport de Ouaga. Donc il y a une continuité territoriale et des équipements tellement de haut niveau qui font que économiquement il y aura une influence l'un sur l'autre. Donc ces équipements-là, il faut pouvoir les exploiter ensemble et en bonne intelligence. Donc aujourd'hui, il appartient maintenant aux politiques et il y a une opportunité parce que vous avez entendu le chef de gouvernement qui l'a dit à l'Assemblée, il y aura un redécoupage
un nouveau redécoupage administratif et on verra comment la région du centre va être gérée en ce moment, avec cette dynamique de dire que la priorité doit être à la décentralisation, la priorité doit être à l'organisation des élus locaux pour la prise en main de la gestion de proximité. D'accord. Et puis il y avait aussi une autre inquiétude qui avait été partagée, je veux qu'on me rassure là-dessus, parce qu'il y a des activités qu'on voit dans Ouagadougou qui commencent à gagner du terrain, notamment celle maraîchère, agricole dans Ouaga. On se dit, comme vous dites, quand on voit le projet du Grand Ouaga, c'est de bon doux soleil sur Obi. Non, mais justement, vous avez vu que la semaine dernière, nous avons abrité le forum du Pacte de Milan. Le Pacte de Milan est sur l'agriculture périurbaine. Le Pacte de Milan, c'est toutes ces villes au monde qui pensent qu'il faut garder de l'espace dans nos villes et dans nos quartiers pour que l'agriculture puisse subsister. Parce que dans le phénomène du réchauffement climatique, ce sont des poumons verts qui permettent à la ville d'exister et qui raccourcissent les circuits d'approvisionnement de la ville. Par exemple, quand le coût du panier de la ménagère en dépend. Si nous devons consommer des légumes qui viennent de 100 km d'ici, de la vallée du Sourou, forcément ces légumes vont coûter plus cher que celles qui sont produites à côté. C'est pourquoi dans la planification urbaine, il nous faut prévoir des espaces pour pouvoir faire cela, cette agriculture périurbaine. Et nous avons abrité le Pacte de Milan où nous avons connu la participation de 60 villes qui sont venues de par le monde pour pouvoir voir l'exemple de Ouagadougou qui aménage aujourd'hui la ceinture verte pour pouvoir installer durablement les maraîchers et les pépiniéristes pour garder ce poumon vert de la ville et permettre l'approvisionnement de nos marchés par des légumes qui sont faits non loin du centre de consommation. D'accord. Vous l'avez dit, un projet ambitieux, projet porteur, longtemps mûri, mais pas encore mis en œuvre. Pour certains, il y a des visées électoralistes derrière et on ne fait sortir ce dossier que quand on est à quelque part des élections municipales. Que répondez-vous à ceux qui avancent là comme argument? Mais vous savez, visée électoraliste ou pas, dès lors que vous êtes élu par rapport à un programme. Et on n'invente rien. Et le programme se déroule. Je pense que nous avons eu l'occasion de partager le programme du conseil municipal. Et c'est quelque chose qui était inscrit dans notre programme, dans le volet de la gouvernance, de la nouvelle gouvernance que nous devons insuffler à notre collectivité. Et cette gouvernance-là, la vision aujourd'hui veut qu'elle ne puisse pas être contenue seulement au seul fait de la ville de Ouagadougou. Si on veut que Ouagadougou puisse continuer à exister sans être étouffé, il faut que Ouagadougou s'ouvre aux autres communes qui l'entourent et dans un intérêt bien réfléchi et dans des investissements communs et bien mûris. Oui, Juge Bougouin. Oui, par rapport il a parlé des espaces verts et tout, mais il y a Bangroego aujourd'hui qui ne présente plus son visage d'antan. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire les gens veulent une chose et son contraire. Bangroego, c'est une forêt classée. Par définition, on ne peut pas faire n'importe quel investissement dans Bangroego. Bangroego, c'est un site scientifique. Il y a un comité scientifique multisectoriel qui gère Bangroego. Donc, aujourd'hui, effectivement, à cause des travaux publics qui ont été faits autour de Bangroego, Bangroego a souffert un tout petit peu. Mais Bangroego existe toujours. Les week-ends, ceux qui parlent ne fréquentent pas Bangroego. Bangroego ne désemplit pas. Il y a des activités sportives qui s'y font et qui s'y déroulent et au grand plaisir des pratiquants. Il y a plusieurs associations. Aujourd'hui, l'entretien des lieux. Non, même le lieu, il est entretenu. Aujourd'hui, il est entretenu, certes, mais l'entretien des lieux dépend de qui? Ça dépend d'abord des citoyens et de ceux même qui fréquentent Bangroego. Vous rentrez avec une canette de boisson dans votre sac. Vous faites votre footing, vous finissez de boire, vous le jetez, alors que la poubelle est à côté. Après, on viendra accuser les gestionnaires de l'endroit. Ah non, ce n'est pas entretenu. Ce n'est pas entretenu par qui? C'est par nous-mêmes d'abord que ça commence. Chacun veut le bien, mais personne ne veut pratiquer cela au quotidien. Mais, cela dit, nous avons renforcé aujourd'hui le
au niveau du personnel, au niveau de Bangouro, pour être beaucoup plus vigilants. Nous avons renforcé la sécurité pour que les gens puissent faire la pratique du sport en toute quiétude. Et nous avons un projet de réhabilitation de ce parc et qui a été validé aujourd'hui par le comité scientifique. Et nous allons mobiliser les ressources pour lui redonner son caractère de poumon de la ville. Il y a l'aménagement. Vous savez que Bangouro, c'est le principal exutoire de la ville. Toutes les eaux qui coulent des bassins versants du nord ou du sud, qui viennent dans nos barrages, se coulent par Bangouro pour continuer jusqu'au canal de Anayele et pour aller vers l'est. Et aujourd'hui, grâce à l'action du gouvernement, nous allons aménager le canal qui traverse Bangouro pour qu'il n'y ait plus, par exemple, d'inondation à l'intérieur de Bangouro. Parce que souvent, toutes les eaux venant là, et les plantes sont inondées et rentrent en détresse, et après la saison de pluie, elles se meurent. Donc tout ça, c'est des aménagements qui sont prévus. D'accord. Alors, en quelques secondes. Justement, sur Bangouro, je me rappelle que c'était en mai 2020, le conseil technique a été renouvelé parce qu'on disait qu'il y avait 70% des membres qui étaient absents, donc c'était un conseil qui était en léthargie. On s'est dit qu'un an après, on aurait eu plus de vivacité et de vitalité. Ben bon, comme vous dites qu'ils vous ont proposé des choses. Vous savez, avant d'agir, il y a des choses qu'on fait en amont qui ne se voient forcément pas. Il y a des études qu'il faut faire, il y a des investissements. Par exemple, quand je vous parle du canal, le canal va commencer bientôt, mais c'est un projet il y a 3 ans qui avait cette nécessité. Mais il fallait faire des études, mobiliser des ressources. Aujourd'hui, on a un plan de réhabilitation du parc avec la création de nouveaux espaces, en respectant la biodiversité qui s'y trouve. Ce n'est pas quelque chose d'aisé. Et donc tout cela prend du temps. Et je comprends l'impatience des populations, mais il faut donner du temps au temps si on veut bien faire. D'accord, il nous reste quelques secondes pour clore, je dirais, cette première convocation. On va donner quelques poignées de secondes aux juges pour donner leur verdict après le plaidoirie, ce qu'on a eu comme plaidoirie de notre convoqué du jour. On commence avec vous, juge Bernard. Merci, Président. Je pense que par rapport au projet Grand Ouaga, il y a beaucoup de choses effectivement à dire pour qu'on puisse comprendre. Il y a aussi le désengorgement de la ville de Ouagadougou qui fait l'objet de beaucoup de problèmes. Même dans les quartiers, vous voyez les débits de boissons, il y a toujours un parking qui obstrue les routes. Il y a toutes ces choses-là. Mais déjà, savoir que les compagnies de transport vont se retrouver dans un seul endroit pour fluidifier déjà au niveau à l'interne, c'est déjà bien. Ensuite, par rapport à la réhabilitation de Bangouro, parce que ces derniers, il y a beaucoup de commentaires qui ont été dits. La dernière fois où j'ai mis les pieds, franchement, je n'ai pas très bien reconnu le parc. Là, il faut également avoir le courage de le dire. Mais savoir que ça va reprendre encore, je pense que c'est quelque chose de très important. Parce que il y a que ce projet Grand Ouaga est beaucoup annoncé, mais on attend de savoir de quoi est-ce que ça retourne, parce que le Burkinabé, il est paradoxal, il est exigeant vis-à-vis de l'autre, mais parfois il n'est pas très exigeant vis-à-vis de lui-même. Mais le faire savoir également qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait, oui. Maintenant, pour terminer, notre limite, c'est qu'on élit des gens qui ne viennent pas d'abord avec un programme, c'est une fois élus qu'il concocte le programme. C'est notre système démocratique de proximité qui le veut ainsi. Vous élisez un maire sur la base des élus, des conseillers municipaux. C'est après maintenant qu'il va réfléchir à ce qu'il va faire. Mais s'il venait avec son programme, aujourd'hui c'était facile d'évaluer un certain nombre de points pour savoir quelles sont les performances réelles du maire. Alors qu'il élabore, et c'est vers la fin que la machine prend son envol. On dit que c'est électoraliste, mais c'est aussi la limite de notre système démocratique local. Juge Vara, convaincu par la plaidoirie de notre convoqué du jour? On l'a écouté avec commisération. Moi, je pense que sur la question de l'occupation des voies publiques, il y avait vraiment quelque chose à faire. Moi, je trouve que c'est courageux que de vouloir mettre le pied dans le plat. Et puis, aborder aussi une autre question qui, pour moi, touche aussi le religieux, pour lequel il faut avoir aussi du courage et puis aussi la stratégie. Moi, je pense que ce qu'on a entendu aujourd'hui, j'espère que ça se fera. On attendra donc de voir sur le Grand Ouaga. Je rejoins encore Bernard pour dire il y a beaucoup de choses que nous journalistes peut-être ne comprenons pas. Ça serait intéressant qu'on ait encore d'autres rencontres pour mieux élaguer ces choses-là. Mais c'est un exercice qu'on apprécie parce que le maire très souvent sur beaucoup de questions, on a bien envie de le recevoir et c'est bien qu'il vienne souvent. Alors merci au maire central Amand Pierre Bewende
Trouvé. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé du projet Grand Ouaga et aussi l'arrêté municipal concernant l'occupation du domaine public. Merci d'avoir accepté notre convocation. On se donne rendez-vous demain, chers téléspectateurs et auditeurs de Truth TV Watt FM, pour d'autres actualités. Et comme on l'a dit, on se retrouve avec la conviction qu'il ne faut pas condamner une actualité avant de l'avoir jugée. Excellente journée en compagnie de nos programmes.